Les premiers signes de trouble sont apparus un mardi matin d'avril alors que j'examinais des rapports d'investissement dans le grand bureau de mon appartement du 16e arrondissement quand ma sœur, Victoire, m'a appelé d'une voix dégoulinante d'une inquiétude totalement artificielle. « Amélie, ma chérie. J'ai entendu parler de tes maux de tête, as-tu vu un spécialiste ?» a-t-elle demandé tandis que je marquais une pause, mon stylo plume suspendu au-dessus du bilan financier que j'annotais. Quel mot de tête ai-je répondu et la surprise de Victoire semblait parfaitement répétée lorsqu'elle s'est exclamée « N'as-tu pas eu de terribles migraines ces derniers temps car tout le monde est mort d'inquiétude et maman a mentionné que tu avais aussi des vertiges. » C'était une nouvelle pour moi car à 36 ans, j'étais en parfaite santé, gérant le fonds d'investissement de mon défunt père à la Défense tout en élevant mon fils de 9 ans, Jules, et le seul véritable mal de crâne dans ma vie était l'ingérence constante de Victoire. Je vais parfaitement bien et je répliquais en gardant une voix neutre tout en notant mentalement cette étrange conversation puis j'ai demandé qui est ce tout le monde et elle a répondu juste les membres de la famille inquiet. Tu sais comment les rumeurs circulent avant de marquer un silence et de demander comment va le petit Jules. La façon dont elle a prononcé le nom de mon fils m'a glacé le sang car Victoire avait toujours montré un intérêt troublant pour Jules depuis que mon mari, Marc, était mort dans un accident d'alpinisme à Chamonix il y a 3 ans et elle avait même proposé de s'occuper de lui définitivement pendant les funérailles. Jules va merveilleusement bien et nous allons tous les deux très bien maintenant si tu veux bien m'excuser j'ai un conseil d'administration et je conclus avant de raccrocher et de m'adosser dans mon fauteuil en cuir, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas le premier incident bizarre ces derniers temps car la semaine dernière, ma mère avait insisté sur le fait que j'avais mauvaise mine lors du dîner dominical et le médecin de famille, avec qui je n'avais pas pris de rendez-vous, aurait apparemment appelé pour s'enquérir de mes symptômes tandis que même ma gouvernante avait mentionné avoir entendu des inquiétudes sur ma santé de la part des dames du cercle interallié. Quelqu'un préparait le terrain. Mais pourquoi exactement ai-je ouvert mon ordinateur portable pour documenter ces événements, une habitude prise après la mort de Marc quand Victoire avait tenté de contester son testament en prétendant que j'étais trop instable pour gérer ses biens. Elle avait échoué mais l'expérience m'avait appris à tenir des registres méticuleux et le signal d'alarme suivant est apparu 2 jours plus tard quand mon assistante, Sandrine, s'est précipitée dans mon bureau, le visage pâle, pour m'annoncer qu'un certain docteur Harrison était là pour me voir de toute urgence. Je ne connaissais aucun docteur Harrison et je n'avais pas de rendez-vous mais il insistait en disant que ma sœur l'envoyait alors j'ai souri. En comprenant que les pièces du puzzle s'assemblaient et j'ai dit de le faire. Entrez. Le docteur Thibaut Harrison était exactement ce à quoi je m'attendais. Avec ses cheveux argentés distingués et cet air d'autorité qui convainquait probablement la plupart des gens de ne pas le remettre en question tandis que je remarquais sa sacoche médicale qui semblait sortir tout droit d'un film d'époque. Madame Valois, je suis profondément inquiet pour votre état, a-t-il dit, en s'asseyant sans y être invité car votre famille signale des symptômes graves qui pourraient indiquer quelque chose de sérieux mais je l'ai interrompu en demandant qui le payait. Il a scié et j'ai continué en lui demandant si c'était Victoire ou ma mère qui l'avait engagé pour cette performance car se présenter sans invitation dans mon bureau avec une fausse sacoche médicale frôlait l'usurpation de fonctions criminelles. Le visage du docteur s'est vidé de son sang. Et quand il a essayé de bafouiller des assurances, j'ai menacé d'appeler l'ordre des médecins qui seraient sûrement intéressés par un praticien effectuant des visites non sollicitées basées sur des rapports de tiers. Il s'est levé rapidement en disant qu'il avait peut-être été mal informé et après son départ. J'ai ajouté cet incident à mon dossier car Victoire planifiait quelque chose de précis. La réponse est arrivée ce soir-là quand je suis rentré à la maison et que Jules s'est précipité pour m'accueillir en me disant que Tata Victoire lui avait apporté un nouveau jeu vidéo. Je me suis figé en apprenant que ma sœur était venue et ma gouvernante, Marguerite, est apparue en se tordant les mains, s'excusant en disant que Victoire prétendait que j'étais au courant et qu'elle avait passé 1 heure avec Jules.
prenant des photos de sa chambre pour une soi-disant surprise de rénovation. Mon sang n'a fait qu'un tour car Victoire était entrée chez moi pour documenter l'espace personnel de mon fils et combiner aux rumeurs de santé et aux faux médecins, le tableau devenait clair, ma sœur ne préparait pas seulement le terrain, elle montait un dossier de mise sous tutelle. J'ai appelé mon avocat, maître Benoît Girard, cette nuit-là après que Jules se soit endormi pour lui dire que quelqu'un essayait de me faire déclarer incapable. Benoît m'avait déjà défendu contre les tentatives précédentes de Victoire et il a immédiatement compris la situation en confirmant qu'elle visait probablement la tutelle de Jules et la gestion du fonds. Je lui ai assuré que j'avais toutes les preuves, les dates, les témoins et les enregistrements et il m'a dit de tout lui envoyer pour demander une ordonnance de protection dès le lendemain matin mais un fracas provenant du rez-de-chaussée l'a coupé net. Jules a hurlé et j'ai lâché le téléphone pour courir vers la cuisine où mon cœur s'est arrêté en voyant Jules inconscient sur le sol à côté d'un verre brisé tandis que Marguerite était agenouillée près de lui en pleurant qu'il s'était juste effondré alors qu'elle lui préparait son goûter du soir. Je n'ai jamais entendu la suite car quelque chose a frappé violemment l'arrière de mon crâne et alors que ma conscience s'évaporait, j'ai aperçu des talons aiguilles rouges, les loups-boutins préférés de Victoire. Et sa voix a flotté au-dessus de moi disant qu'elle était désolée mais que j'étais trop malade pour m'occuper de Jules. Désormais, je me suis réveillé au son de bip de machine et face à des murs blancs dans une chambre d'hôpital, la tête battante à l'endroit du cou, et la panique m'a saisi quand j'ai réalisé que Jules n'était pas là. J'ai essayé de me redresser mais mes poignets étaient attachés et une infirmière est entrée pour me dire de me calmer car mon fils était en sécurité avec sa tante qui avait obtenu une tutelle d'urgence temporaire compte tenu de mon état. Victoire avait tout orchestré, les rumeurs, le faux docteur, les témoins de ma prétendue instabilité et maintenant elle tenait Jules. J'ai exigé de parler à mon avocat. Mais l'infirmière a souri avec sympathie en disant que ce n'était pas possible. Dans mon état actuel selon les ordres du médecin. Au cours des jours suivants, j'ai reconstitué le plan de Victoire grâce aux conversations surprises, j'avais été admise pour des épisodes psychotiques aigus et des délires paranoïaques car Victoire avait installé des caméras chez moi capturant mon comportement erratique et ma négligence envers Jules, transformant chaque précaution que j'avais prise en preuve de paranoïa. J'étais tombé droit dans son piège mais Victoire avait fait une erreur cruciale en pensant qu'une fois internée je serais impuissante, oubliant que j'étais aussi la fille de mon père. La 5e nuit, un jeune brancardier nommé Mathieu m'a apporté mes médicaments. Et contrairement aux autres, il m'a regardé dans les yeux quand j'ai dit que la pilule bleue était nouvelle. Il a acquiescé et j'ai souri en affirmant que je refusais tout traitement sans en examiner la notice, ce que la loi française me permettait, et quand il a dit qu'il forcerait la main, j'ai plongé mon regard dans le sien pour lui demander combien payait son service de nuit car je pouvais offrir beaucoup mieux. 2 heures plus tard, j'étais présumée morte d'une réaction allergique foudroyante aux nouveaux médicaments et Mathieu, dont la sœur travaillait par coïncidence à l'Institut médico-légal, a facilité mon transfert. Victoire m'avait pris mon fils, ma société et ma vie, alors j'allais tout lui reprendre en commençant par mes propres funérailles. J'ai passé la semaine suivante dans une planque, surveillant les mouvements de Victoire via un détective privé, voyant qu'elle consolidait son contrôle sur mes actifs tout en jouant la sœur éplorée et en installant Jules chez elle. Les funérailles étaient prévues le samedi à l'église de la Madeleine et Victoire n'avait pas regardé à la dépense, invitant des centaines d'invités pour assister à sa performance de sœur dévouée héritant tragiquement des responsabilités de son aîné instable. J'ai regardé le flux de sécurité en direct alors que les invités arrivaient. Victoire tenant fermement la main de Jules et acceptant les condoléances avec une grâce calculée tandis que ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir brodé. Le service a commencé et Victoire s'est approchée du pupitre, une coupe de champagne à la main pour le toast final, transformant les funérailles en célébration de son triomphe. Ma chère sœur Amélie a-t-elle commencé d'une voix
Tremblante parfaite bien que troublée dans ces derniers jours, elle voudrait que nous célébrions la vie et que nous honorions sa mémoire en veillant sur son fils et sa société avant de lever son verre à Amélie enfin en paix et au nouveau départ. C'est alors que les massives portes de l'église ont grincé en s'ouvrant. Et que j'ai lancé que j'étais désolé d'être en retard pour mes propres funérailles, mes talons claquant sur le marbre alors que je remontais l'allée centrale. La coupe de champagne de Victoire a glissé de ses doigts pour se briser à ses pieds tandis que des cris éclataient dans l'assemblée et que ma mère s'évanouissait net mais je n'avais Dieu que pour Jules. Jules viens voir. Maman, et j'appelais doucement et mon fils s'est libéré de l'emprise de Victoire. Pour courir vers moi et se jeter dans mes bras tandis que Victoire restait pétrifiée, le visage livide, balbutiant qu'elle avait vu le certificat de décès. Tu as vu ce que tu voulais voir et je souris tout comme je l'avais prévu et les portes se sont rouvertes pour laisser entrer la police menée par maître Girard, qui a annoncé l'arrestation de Victoire Valois pour tentative de meurtre, fraude et association de malfaiteurs. Alors qu'on emmenait ma sœur menottée, j'ai serré Jules contre moi car Victoire avait oublié la leçon la plus importante de notre père, ne jamais sous-estimer quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Mais l'arrestation de ma sœur n'était que le début car la véritable guerre pour le groupe Valois allait commencer et cette fois je n'étais plus sur la défensive. Les médias ont appelé cela la résurrection de la Madeleine et les images de mon entrée sont devenues virales en quelques heures tandis que les fourgons de presse entouraient la tour du groupe. Désespéré d'obtenir un commentaire de la PDG revenu d'entre les morts pour dénoncer le complot de sa sœur. J'avais des préoccupations plus pressantes comme cette odeur de formol qui ne quittait pas mes cheveux et je m'en suis plainte à Mathieu, le brancardier, qui était désormais assis dans mon bureau restauré en acceptant un chèque garantissant le silence de sa sœur. C'est un petit prix pour la justice, a-t-il répondu en rangeant le chèque tout en avouant que voir le visage de Victoire valait tout l'or du monde. Victoire était en détention provisoire à Fleury-Mérogis, sans possibilité de libération sous caution car j'avais découvert et gelé ses comptes offshore quelques heures après ma réapparition en utilisant mes pouvoirs de PDG. Réintégré. Un coup à la porte a interrompu notre discussion et Benoît Girard est entré, l'air satisfait, pour m'annoncer que le conseil d'administration avait officiellement annulé tous les changements faits durant mon absence et que les papiers de tutelle étaient nuls. Le juge étant particulièrement intéressé par les faux rapports médicaux du docteur Harrison qui avait fini par tout avouer. Quant à ma mère, Benoît a expliqué que c'était plus compliqué car bien qu'elle soit impliquée, prouver l'intention criminelle était difficile mais je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle soit arrêtée, je voulais qu'elle soit ruinée. Ma mère, Elisabeth Valois, avait toujours favorisé Victoire et voyait ma direction de l'entreprise comme une insulte personnelle et maintenant elle avait aidé à tenter de me voler mon fils. J'ai rappelé que l'assemblée générale annuelle avait lieu la semaine suivante et que maman détenait toujours 20% des parts via son trust mais j'ai sorti un dossier crypté que mon père m'avait laissé, contenant des années de preuves sur des transactions immobilières douteuses, de l'évasion fiscale et des comptes cachés qu'elle avait dissimulés à mon père. En publiant cela, le scandale ne détruirait pas seulement ma mère mais pourrait nuire au groupe à moins que cela ne sorte lors d'une enquête de l'AMF déclenchée par les crimes de Victoire, faisant de ma mère un dommage collatéral. Tandis que l'entreprise paraîtrait transparente et coopérative. Benoît a secoué la tête avec admiration en disant que j'étais vraiment la fille de Robert Valois. Et j'ai fermé mon ordinateur en affirmant qu'elle ne ferait plus jamais cette erreur. Le soir même, j'ai emmené Jules manger une glace sur les quais de Seine. Et il m'a demandé si Tata Victoire lui avait fait du mal alors j'ai pris le temps de lui expliquer qu'elle s'était trompée sur ce qui était bon pour lui et qu'elle devait maintenant faire face aux conséquences de ses mauvais choix. Il a demandé si elle allait en prison et quand j'ai dit oui pour longtemps, il a simplement répondu tant mieux car elle le forçait à manger des légumes même au petit déjeuner, ce qui m'a fait rire aux éclats. Le lendemain, l'enquête de l'AMF que j'avais orchestrée a fait la une des journaux et les comptes cachés de ma mère ont été exposés en même temps que les fraudes de Victoire, faisant
Chuter l'action de 15% avant que je ne tienne une conférence de presse. D'urgence sur le parvis de la Défense? Jules à mes côtés. J'ai exprimé mon choc face à ces révélations et j'ai présenté mon plan de restructuration et de surveillance accrue, incluant la création d'une fondation pour la santé mentale. Une référence directe aux tactiques de Victoire, et à la clôture de la bourse. L'action avait rebondi. Ma mère s'est retrouvée socialement détruite, exclue de ses clubs privés et démissionnée des conseils d'administration caritatifs, et je l'ai retrouvée dans la serre du manoir familial entourée d'orchidées mourantes. Elle m'a demandé si j'étais venu pour savourer ma victoire et je lui ai posé un document sur la table lui donnant le choix, céder ses parts au trust de Jules. Et s'installer dans une clinique privée en Suisse pour 1 an. Ou me combattrait. Voir la publication des journaux intimes de mon père concernant ses liaisons passées. Elle a réalisé que j'allais la détruire et j'ai répondu avec une voix de glace qu'elle avait essayé de me prendre mon fils et qu'elle devrait être reconnaissante que la destruction soit tout ce que je lui offrais. Le procès de Victoire a duré des mois et elle a accepté un accord pour 15 ans de prison ferme. Pour tentative de meurtre et fraude et je lui ai rendu visite une fois avant son transfert, la voyant amaigrie dans son uniforme de détenue mais toujours pleine de haine. Elle a craché que j'avais tout ruiné et j'ai rétorqué que c'était elle qui avait tout gâché et que je n'avais fait que survivre. Elle a hurlé qu'elle méritait de diriger l'entreprise mais je lui ai rappelé que notre père savait qu'elle était faible et c'est pour cela qu'il m'avait choisi. Maman a passé 18 mois en Suisse avant de revenir vivre modestement dans un appartement de Neuilly, loin de son ancienne influence, et Jules s'est épanoui en montrant déjà des aptitudes pour les affaires. J'ai embauché Mathieu comme chef de ma sécurité et payé les études de médecine de sa sœur anonymement. 2 ans après ma résurrection, je me tenais dans l'ancien bureau de mon père, mon bureau. Désormais, regardant son portrait et lui disant qu'il avait eu raison de toujours se préparer à la trahison, surtout venant de la famille. Mon assistante est entrée avec les rapports trimestriels montrant des bénéfices records et j'ai signé d'une écriture audacieuse, Amélie Valois, PDG. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de survivre, c'est de prospérer d'une manière que vos ennemis n'auraient jamais pu imaginer et alors que le soleil se couchait sur la skyline de Paris, peignant la ville aux couleurs de ma victoire. Je savais que j'avais enfin tout ce qu'elles avaient essayé de me prendre, avec la certitude absolue de l'avoir mérité.